I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. De la poussière de lune. Dans les années 1960, les hommes réalisent un rêve qu'ils croyaient impossible. Fouler le sol de la Lune. L'aigle s'est posé. En tout, 24 Américains seront envoyés dans l'espace. Un exploit rendu possible grâce à une véritable armée de l'ombre composée de 400 000 ingénieurs et techniciens. Voici l'histoire de ces héros qui ont permis aux hommes de décrocher la Lune. « 16 novembre 1963. Le président John Fitzgerald Kennedy se rend sur la base de lancement de la NASA au Cap Canaveral. Tandis que le président ne songe qu'à envoyer un homme sur la Lune, l'ingénieur en charge de concevoir les fusées, Wernher von Braun, réfléchit déjà à ce que feront les astronautes une fois sur place. Wernher von Braun poursuivait un rêve. Il savait se faire entendre. Il a sans aucun doute contribué à vulgariser la notion de conquête de l'espace. C'était le spécialiste des fusées. Mais il a aussi été à l'origine d'une bonne partie des choses qui ont suivi. Le docteur von Braun avait le regard tourné vers l'avenir. L'installation de bases spatiales sur la Lune, le programme d'exploration intensive de la planète. Pour von Braun, la Lune est non seulement une cible à atteindre, mais un monde à explorer. Il sait qu'à pied, un astronaute ne saurait aller bien loin. Il réclame donc un véhicule lunaire qui permette de sillonner à loisir la surface lunaire. Les ingénieurs de l'industrie automobile, comme Sam Romano, s'empressent de répondre à sa demande. Pas mal de sociétés y étaient intéressées. J'étais alors chez General Motors, où l'on travaillait dans d'excellentes conditions. Alors je me suis dit, s'il doit y avoir un véhicule sur la Lune, je ferai en sorte que ce soit un véhicule General Motors. Partout aux États-Unis, des sociétés de construction mécanique relèvent le défi de von Braun en proposant toutes sortes de prototypes. Certains tiennent davantage du tracteur que de l'équipement spatial. Le diamètre des roues pouvait varier de 1,50 m à 3,50 m. Il y avait différents modèles de roues ainsi que différents modèles de cabines. Ces inventions ont contribué à forger la croyance selon laquelle, en assemblant des systèmes, on arriverait à se déplacer sur la Lune. En réalité, cette confiance reste incertaine, car personne ne sait vraiment à quoi ressemble la surface de la Lune. Rien ne dit en effet que les roues y soient le mode de locomotion le mieux adapté. Ce dont a bien conscience un collègue de Sam Romano, Ferenc Pavliks. Certains scientifiques pensaient que la Lune était recouverte d'une matière très épaisse, semblable à de la poussière. Ils en déduisaient que toute chose posée sur ce sol s'enfoncerait. En l'absence de certitude à ce sujet, Romano et Pavliks entament des expériences de laboratoire. Les expériences liées à la locomotion sur un terrain inconnu se mènent en général dans ce qu'on appelle un bac à terre. Le bac à terre est aux ingénieurs de l'automobile ce qu'un tunnel aérodynamique est aux ingénieurs en aéronautique. Nous avons élaboré un modèle de véhicule à roues, un autre monté sur chenilles, comme des chars. Nous avons même mis à l'étude une vis d'Archimède. En cas de submersion, ce véhicule pouvait se creuser un chemin dans la terre meuble. Ces essais montrent que le type de véhicule choisi dépendra entièrement de la nature de la surface lunaire. L'analyse du terrain reste néanmoins hors de portée du plus puissant télescope. La NASA a besoin d'aller y voir de plus près. Quatre ans après la mise en orbite des premiers satellites, la NASA réalise sur la Lune l'ambitieux programme Ranger.
Ces sondes lunaires primitives transportent des caméras de télévision censées retransmettre en direct des images de la surface à mesure qu'elles s'en approchent. Mais la Lune reste une destination difficile à atteindre. Les premières missions sortent de l'orbite terrestre ou ratent tout bonnement leur objectif. Puis, en juillet 1964, après 6 tentatives infructueuses, une mission Ranger touche enfin sa cible, équipée de caméras et d'un transmetteur en état de marche. Faute de pouvoir ralentir, le vaisseau, dans sa chute accélérée vers la surface, transmet des images jusqu'au moment de l'impact. Ces images des dernières secondes en offrent les vues les plus rapprochées dont on dispose jusque-là. La preuve est ainsi faite que la NASA est capable d'envoyer un vaisseau spatial sur la Lune. La prochaine étape consistera à tenter un alunissage. La sonde non habitée Surveyor est conçue pour se poser en douceur sur le sol mou de la Lune. Du moins, en théorie. Quand Surveyor s'est posé, il a fait un bond de 3 mètres dans les airs. Puis encore quelques bonds avant de se poser pour de bon. C'est là qu'on a compris que la surface lunaire devait se composer d'une fine couche supérieure recouvrant une écorce très dure. La mission Surveyor 3 établit la possibilité d'explorer la surface lunaire au moyen d'un véhicule roulant. Fort de ses premières mesures directes réalisées dans l'espace, Ferenc Pavlík commence des essais de locomotion sur Terre. D'après les essais réalisés grâce au Surveyor, nous savions que la surface lunaire était comparable à un terrain sablonneux. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de mener des essais sur des dunes de sable. Alors que les modèles de véhicules à roues sont encore à l'étude, le visionnaire von Braun en est déjà à envisager les missions d'exploration que pourrait entreprendre le rover lunaire. Ils nous ont proposé un dispositif, le laboratoire mobile lunaire, ou MOLAB. Il s'agissait d'une cabine pressurisée d'environ 3,6 tonnes, destinée à explorer la surface lunaire sur une période de 2 semaines. Les sociétés de construction mécanique soumettent plusieurs modèles. La NASA se demande cependant si les astronautes survivraient à 2 semaines d'enfermement au sein d'un laboratoire mobile aussi exigu. La NASA cherchait des volontaires et j'ai répondu présent à l'appel. J'étais l'un des 2 cobayes pour cet essai. On m'a choisi et nommé commandant. Ils nous ont enfermés pendant 18 jours au total. Nous avions beau être bons amis au début de l'essai, nous ne l'étions plus trop vers la fin. Nous ne nous supportions plus. Nous avons été très étonnés quand ils ont rallumé la lumière et dit « L'essai est terminé, vous pouvez sortir ». À la sortie du MOLAB, nous attendaient non seulement nos épouses respectives, mais le docteur Wernher von Braun lui-même, qui était venu nous féliciter. Il parlait pour plaisanter de l'ouverture de la conserve. En tout cas, nous avions prouvé qu'on pouvait vivre au moins 18 jours dans le MOLAB. On aurait probablement pu tenir plus longtemps même. Mais les essais du MOLAB montrent aussi qu'un véhicule d'exploration pressurisé pèserait au moins 4 tonnes. Ce qui obligerait à prévoir un lancement de Saturne V destiné à le déposer sur la Lune avant l'arrivée des astronautes, moyennant un coût faramineux. La NASA commence à nourrir des doutes quant aux grandes idées de von Braun sur le rover. Il devenait de plus en plus difficile de financer les projets. Pour moi,
nous avions mission d'aller sur la Lune, et non d'en faire le tour. De ce fait, j'ai calmé le jeu. Je ne me souviens pas si c'est moi qui ai annulé le projet. En définitive, nous avons renoncé au projet du Molam, et la NASA n'a plus songé à envoyer des véhicules sur la Lune. Nous étions très déçus, mais ce n'était plus de notre ressort. Les rovers lunaires semblent condamnés à rester sur Terre, ce qui limiterait l'exploration des astronautes à des marches de courte distance. Chez General Motors, il y a pourtant un homme qui n'en démord pas. Nous avons continué sur les fonds de General Motors, quitte à faire sourire. J'ai décidé que c'était possible, qu'il fallait le faire, et en plus, nous en avions envie. Sam Romano est convaincu que la NASA a tort d'abandonner son programme de rover lunaire. Il s'emploie donc à lui faire changer d'avis. Nous avons fait nos sacs, nous sommes allés au QG de la NASA, et nous avons demandé s'il y avait de la place pour un rover. Le modèle lunaire avait une soute triangulaire où étaient disposés des instruments. On nous a dit, cette soute ne servira pas. Si vous arrivez à y loger un véhicule, nous reviendrons peut-être sur notre décision. J'ai répondu, quoi, vous voulez qu'on fasse entrer un rover dans ce réduit? Ce réduit est un espace situé en dessous et à droite du panneau mobile du module lunaire. Il ne mesure qu'1,50 m de long sur 1,50 m de large et 1,50 m de profondeur, à peine plus que le coffre d'un break. J'ai appelé mon meilleur ami, Ferenc Pavliks, et je lui ai dit, voilà les conditions, vois ce que tu peux faire. Moins d'un mois plus tard, il avait élaboré une solution tout à fait unique. J'ai décidé de construire une maquette à l'échelle, comme j'aime le faire. Nous l'avons réalisée en famille. Ma femme m'a aidé à fabriquer les sièges et j'ai utilisé un jouet de mon fils qui avait 7 ans à l'époque pour faire l'astronaute. Le nouveau modèle de Ferenc reste cependant 2 fois plus volumineux que l'espace disponible. Il faudra tout l'art de l'origami pour le faire entrer. L'idée nous est venue de le rendre pliable. D'abord, nous avons rabattu les sièges. Ensuite, l'extrémité du châssis qui se pliait à 180 degrés. L'avant du châssis se rabattait également. Les suspensions étaient conçues de telle manière que les roues se pliaient vers l'intérieur selon un angle de 90 degrés. Ce paquet pouvait à présent tenir au sein de cette enveloppe triangulaire dans un coin du module lunaire. J'ai dit, Ferenc, il faut qu'on aille à Huntsville montrer ceci au Dr. Von Braun. On est arrivé devant son bureau. On a frappé, ouvert la porte. Et j'ai fait entrer la maquette dans son bureau. Il était au téléphone. Je l'ai regardé, il avait l'air très surpris. Il a raccroché brusquement et dit « Qu'avons-nous là ?» Nous lui avons expliqué, nous avions déjà tourné un film. On lui a projeté ces images pour lui expliquer comment ça marchait. On a passé une bonne demi-heure avec lui à discuter du concept. Il était très emballé et favorable à cette idée. Il a dit « Il faut le faire ». Un jour, j'étais en déplacement. Je reçois un appel de Von Braun.
Il me demande si j'accepterais de prendre la tête d'un nouveau programme prévu au Centre Marshall, le programme du rover lunaire. J'ai dit, en quoi le développement d'une voiture pourrait concerner un spécialiste de la propulsion? J'avais quelques inquiétudes à ce propos. Mais en même temps, vous ne pouvez pas dire non à un homme pareil quand il vous confie une tâche pour laquelle il vous fait confiance. Le meilleur ingénieur de Von Braun, une fois mobilisé sur le projet, le rêve de rouler sur la Lune redevient d'actualité. Une fois de plus, la NASA lance un appel d'offres pour construire un rover lunaire léger. L'équipe General Motors s'aperçoit bientôt que Grumman Aerospace lui livre une concurrence féroce. La société Grumman est déjà en charge de la construction du module lunaire qui doit transporter le rover. Outre ce premier avantage, elle propose un modèle de véhicule novateur. La différence fondamentale du prototype Grumman tenait à ce qu'on a appelé la roue conique. La forme conique empêchait la poussière, les saletés et les pierres d'entraver le mouvement de la roue. C'était un procédé très novateur, dont nous étions très fiers. Chez Grumman, on ne perdait pas de vue les débouchés. Qui allait se contenter d'un produit qui ne sert que 2 ou 3 fois? Laisser pourrir sur place un véhicule à 20 millions de dollars pièce? Sûrement pas. Il n'était pas question de ne s'en servir qu'à la surface de la Lune pendant quelques jours. Il fallait permettre à la NASA de continuer de l'exploiter en descendant dans des cratères où l'on n'aurait jamais osé s'aventurer si le véhicule était habité. Le rover robotisé Grumman est bien placé pour remporter le marché, à moins qu'il ne révèle une faille. Tout s'est joué en définitive sur le déploiement du véhicule. General Motors a proposé un système étonnant qui permettait de le déployer très facilement. D'abord, on ouvre la soute. Le rover pliable General Motors s'impose. En juillet 1969, le contrat de construction du véhicule lunaire revient à l'équipe dirigée par Sam Romano et Ferenc Pavliks. C'étaient 2 personnages hors du commun, créatifs et apparemment sûrs d'eux. Ils vous donnaient l'impression d'en être aux finitions. Quand Ferenc m'a montré la solution qu'il avait imaginée, j'ai été assez émerveillé. Je lui ai dit, je savais que tu en étais capable et tu l'as fait. Beau travail, Ferenc. Juillet 1969, retour de l'équipage d'Apollo 11, les premiers hommes à avoir marché sur la Lune. Dans le monde entier, on salue leur exploit. Au même moment, un petit groupe d'ingénieurs automobiles fête la chance qui lui est offerte de développer un rover lunaire. Nous fêtions la signature du contrat. Le moment était venu de nous mettre au travail et nous avions un grand nombre de défis à relever. Le premier tenant au délai à respecter. Nous avions 17 mois pour être prêts pour le vol Apollo 15. Pour les aider à livrer le rover à temps, General Motors s'associe au géant de l'aérospatiale Boeing. Le directeur du projet, Gene Cowart, juge aussi les délais un peu serrés. Je me posais des questions sur le temps dont nous disposions. Mais on m'a fait comprendre que je devais y arriver coûte que coûte, pour ce qui relevait de la mécanique. Nous avons eu l'impression d'y travailler jour et nuit. Ferenc et Sam ont déjà une maquette du rover en état de marche. Boeing doit à présent en construire une réplique grandeur nature. Sa tâche la plus délicate consiste à le rendre assez léger. Niveau de carburant critique. Il ne voulait pas l'admettre. Chaque kilo supplémentaire accroît la consommation en carburant du module lunaire lors de sa descente vers la Lune. Quand il descend sur la Lune, le module ne se pose pas immédiatement.
il reste en survol. Il doit être capable de faire du surplace à la recherche d'un endroit où se poser. 60 secondes. 60 secondes. Chaque kilo du rover coûte environ 1/10 de seconde en temps de survol. 30 secondes. 30 secondes. Plus il y a de poids à porter, plus la consommation en carburant augmentera en survol. Voyant de contact allumé. Au moment de se poser, il ne reste à Apollo 11 que quelques secondes d'autonomie en carburant. Il est donc vital que le rover soit aussi léger que possible. Au départ, l'objectif était d'avoir un rover de 180 kg. En d'autres termes, au cours du développement, nous comptions chaque gramme, car le rover venait s'ajouter au poids du module lunaire. De nouveaux défis se profilent quand les premiers humains rapportent de la Lune des témoignages de première main sur la poussière de l'astre. Des nouvelles de nature à décourager les concepteurs du rover. Les astronautes se sont vite rendus compte que la poussière adhérait à tout ce qu'ils touchaient. Mais il ne s'agissait que d'une description verbale. Nous ne savions pas trop comment une roue se comporterait dans ce milieu. Le besoin d'une nouvelle forme de roue extraterrestre se fait sentir. Les ingénieurs vont devoir réinventer la roue. Nous savions que nous ne pouvions pas utiliser des pneus en caoutchouc puisqu'il n'y avait pas d'atmosphère là-haut et que le caoutchouc est très sensible aux écarts de température. Par ailleurs, en cas de crevaison, vous auriez été bien ennuyé. Vous n'auriez pas pu rentrer. Nous avons donc dû mettre à l'étude des roues métalliques. Nous avons entrepris d'en développer une qui soit l'analogue d'un pneu qui en ait les mêmes caractéristiques. Nous avons donné une forme cylindrique à un treillis métallique et quand vous faites se toucher les extrémités du cylindre, vous obtenez une roue. La surface extérieure était formée de cordes de piano tissées à la main. Le treillis métallique était constitué de telle sorte qu'en touchant la surface, il ramassait de la terre, mais à mesure que la roue poursuivait sa rotation, les fils métalliques se relâchaient et libéraient le dépôt. Nous avons mis à l'essai les roues une par une dans un bac à terre. Nous pouvions y tester leur flottaison, la traction qu'elles pouvaient développer et mesurer la quantité de résistance au mouvement de façon à dimensionner la direction, le moteur et le reste en conséquence. Chaque roue sera actionnée par un moteur électrique distinct fixé dans le moyeu et alimenté par une série de batteries logées dans des boîtiers à l'avant du rover. Nous ne connaissions pas la quantité d'énergie nécessaire à chaque roue pour avancer sur le sol de la Lune. À la surface, elle n'aurait vraisemblablement consommé qu'une infime partie de la puissance de la batterie. En revanche, si elle s'enfonçait, il faudrait bien plus d'énergie. Autre problème, la température. Si les batteries surchauffaient ou se refroidissaient trop, le rover cesserait de fonctionner. Le cahier des charges stipulait que le régulateur thermique ne devait pas dépasser 4,5 kg, seulement 4,5 kg pour maîtriser les variations de température. Un système de refroidissement standard, composé de pompes et de durites, pèserait forcément plus. L'ingéniosité est encore ici de mise. Ces boîtes contenaient de la paraffine. Lorsque les composants électriques généraient de la chaleur au cours du déplacement, celle-ci était stockée dans la paraffine et restait à une température presque constante au cours de la fonte. Puis à l'arrêt, les astronautes ouvraient les couvercles des radiateurs qui libéraient aussitôt la chaleur, le temps que la paraffine reprenne une consistance solide de manière à la recycler pour le prochain déplacement. Cette solution contribue à réduire le poids du rover. Reste un autre problème, encore plus épineux, celui du déploiement. Le modèle d'origine s'appuyait sur ces ressorts pour s'extraire de la soute à la façon d'un cran d'arrêt. L'astronaute se bornait à tirer sur un petit levier et tout se dépliait, mais ce système n'a jamais marché. Nous avons effectué différents essais. Un jour, nous avons fait une démonstration. Tout le personnel de direction est venu y assister. Il y avait là tout un groupe de hauts responsables venus assister au déploiement. On a tiré sur le câble. Le mécanisme s'est ouvert à moitié dans un grand fracas et s'est coincé.
Le technicien parlait un excellent anglais avec un accent allemand. Je me souviens d'avoir entendu dire « Nous allons réparer ceci ». Réparer devient alors la priorité des priorités. Le succès de toute l'entreprise repose sur la fiabilité du déploiement. À moins de pouvoir le déployer sur la Lune, il ne sert à rien de le transporter jusque là-haut. D'autant plus qu'il faut pouvoir renouveler l'opération. Donc il faut que ce soit fiable. L'équipe s'est alors mise à enchaîner les nuits blanches. Elle cherchait à rendre le déploiement plus progressif, à extraire le véhicule selon un procédé plus fiable. Il nous fallait réduire le travail des astronautes. Nous avons fini par adopter un mécanisme de bras tendu par des ressorts qui se déverrouillait et se détendait automatiquement. Les ingénieurs n'ont pas dissimulé leur joie quand ils sont arrivés à leur fin. Ce mécanisme était en passe de devenir le clou du spectacle. Mais c'est un autre événement lié au programme Apollo qui va frapper les esprits. Le 14 avril 1970, on apprend qu'une explosion a eu lieu sur le vaisseau spatial Apollo 13. 3 astronautes sont perdus dans l'espace. Apollo 13, ici l'équipe de récupération à vous. 3 jours après l'explosion, tout le personnel de la NASA responsable du suivi des vols spatiaux vit dans l'attente de savoir si l'équipage d'Apollo 13 a pu rentrer sur Terre. Odyssey Houston, je vous reçois, c'est à vous. Odyssey Houston, voici les parachutes. La vue est splendide. Une salve d'applaudissements accueille les images des parachutes d'Apollo 13 qui apparaissent ici à l'écran. Ils ont bien failli y passer. Qu'ils s'en soient sortis fait honneur à tout le système. Ils en sont revenus. Apollo 13 a démontré aux yeux du monde les risques que font courir les missions sur la Lune. La seule justification aux missions ultérieures tiendra à leur valeur scientifique. Les scientifiques, les géologues, s'intéressaient à présent à des régions plus éloignées, telles qu'un grand cratère, un canyon ou le pied d'une montagne, ce qui était seulement possible grâce au rover. L'existence du véhicule et l'exploration scientifique qu'il permet vont renvoyer les hommes sur la Lune. Un an avant la mission Apollo 15, General Motors dévoile son nouveau véhicule à l'essai. Le chef de la mission, David Scott, sera le premier à le conduire. Les ingénieurs le nomment le 1G Trainer. Il s'agit d'une version qui tient compte de la gravité terrestre par opposition à la gravité lunaire. Je tenais à ce véhicule comme à la prunelle de mes yeux. C'était une machine extraordinaire. Le trainer servait à former les astronautes au pilotage du véhicule. Il devait donc offrir la même configuration et les mêmes performances que le rover. Le rover possédait une direction avant et arrière. Elle pouvait fonctionner en même temps ou indépendamment l'une de l'autre. Si on orientait les 2 paires de roues dans la même direction, il décrivait un cercle. Il était très maniable. La conduite sur Terre est une chose. La conduite sur un terrain à la gravité réduite d'1/6 en est une autre. Pour diviser par 6 la gravité terrestre, on a contrebalancé le poids du rover au moyen de câbles. Tout se passait comme si le véhicule flottait sur les pierres, d'où une sensation de vertige. Quand vous auriez dû être secoué, il ne se passait rien, vous rouliez sur l'obstacle sans à-coups. D'être ainsi suspendu faisait un drôle d'effet.
Afin de ne pas perdre de vue les astronautes lors de leurs excursions lunaires, le centre de contrôle de mission décide qu'il faut équiper le rover d'une caméra mobile. Les ingénieurs se seraient pourtant bien passés d'ajouter ce nouveau matériel à un véhicule déjà trop lourd. C'était des jours difficiles, stressants. On finissait tard le soir, on faisait des journées de 16-17 heures, samedi compris en général, et parfois le dimanche. Pour être tout à fait franc, il n'y a pas eu beaucoup de moments de détente dans le déroulement du programme, sauf quand je rentrais chez moi le soir après le travail. On subissait un stress quotidien. Tous les jours surgissait un nouveau problème à traiter. Ou bien on s'apercevait qu'on ne parviendrait pas à tenir les délais du calendrier, à moins de s'y prendre autrement. Il n'y a pas eu de mort, mais il y a eu en revanche des accidents du travail, vu qu'on était à l'œuvre quasiment 24 heures sur 24. Je ne le referai pas. Je préférerais me rengager dans l'armée plutôt que de revivre cette expérience. Contre toute attente, le 10 mars 1971, Boeing et General Motors livrent à la NASA leur premier rover prêt à l'emploi. Il aura fallu 17 mois de développement intensif. Que le système soit prêt dans les temps nous a remplis de joie. C'était un grand moment. Nous étions très heureux d'avoir fini avec 1 ou 2 jours d'avance. C'était un honneur de livrer le premier véhicule pour Apollo 15. Une fois à bord du module, les ingénieurs n'ont aucun moyen de surveiller le rover. Il ne leur reste plus qu'à croiser les doigts et attendre l'issue de cette aventure. Le jour du lancement d'Apollo 15, j'étais très exalté. Ma femme Marguerite et moi, nous nous trouvions à Cap Kennedy pour assister au lancement. Un grondement énorme. Nous n'étions qu'à quelques milliers de mètres du site de lancement. J'ai senti ma poitrine vibrer sous l'effet du grondement de Saturn V. Je sentais mon cœur tambouriner. J'ai dit, comme c'est excitant. On pourrait dire que c'était notre bébé qui montait là-haut. Tout allait-il se passer comme prévu? Certains d'entre nous travaillaient dessus depuis des années. On avait du mal à y croire et pourtant voilà qu'il était dans le ciel. On ne pouvait s'empêcher de se demander si une fois sur la Lune il se déploierait. Impossible de savoir si le mécanisme pliable du rover a survécu au séisme du lancement. La réponse ne viendra que 3 jours plus tard, à la surface de la Lune. Dave, quelle image extraordinaire! 31 juillet 1971. Le commandant d'Apollo 15, David Scott, pose le pied sur la Lune. Ces mots font écho aux rêves d'exploration lunaire qui ont inspiré Wernher von Braun et tous les ingénieurs de la mission Apollo. L'homme éprouve le besoin d'explorer l'univers, et voici le summum de l'exploration. Pour la première fois, les astronautes d'Apollo doivent s'éloigner de leur module lunaire sur plusieurs kilomètres. D'où la nécessité du rover. Les ingénieurs ont conscience que la réussite de la mission repose sur leur invention. J'étais à Houston, au centre de contrôle de la mission. L'ambiance était très tendue. Bon, Jim, allons voir comment se présente notre rover. Puis le grand jour est arrivé. Nous attendions tous la sortie du rover, bien conscients de toute la complexité de l'opération. La sortie du rover était la pierre angulaire de cette mission. Jim, à toi de jouer. Vient le moment de déployer le rover. C'est ouvert. C'est ouvert. Ils ont déverrouillé la porte du compartiment et tiré sur le cordon.
Il a commencé à sortir. C'est bien. Encore un peu. Le câble bien tendu. Les roues se sont déployées. La joie nous a envahis. Il s'extrait. Puis, l'étape suivante du déploiement se déroule sans encombre. Ça a l'air bon. Tout le véhicule était enfin posé à la surface. Dis donc, il est bien léger. Jusque-là, tout va bien. Mais en vérifiant les systèmes du rover, David Scott et Jim Irvine font une découverte qui consterne tout le personnel du centre de contrôle. Les roues avant ne répondent pas bien. Reçu, Dave. Dave Scott rappelle et dit « La direction des roues avant ne marche pas. » Négatif. La direction ne répond pas à l'avant, Joe. On s'est dit, voilà 17 mois qui partent en fumée. Toujours pas de direction à l'avant, Joe. Reçu. T'as une autre idée? J'étais assis au 3e rang du centre de contrôle. Le Dr. Von Braun se trouvait au 5e rang. Quand ils ont dit que les roues avant ne tournaient pas, j'étais très nerveux. Ma nuque s'est mise à enfler, à rougir. J'avais les oreilles qui chauffaient. La situation était très délicate. Chaque seconde passée sur la Lune est précieuse. Le temps manque pour réparer la panne. Jim, tu devrais pouvoir me dire si la direction des roues arrière fonctionne. Par chance, le rover dispose de 4 roues directrices. Or, la direction arrière semble intacte. Il faudra s'en contenter. Reçu, Dave, allez-y. Bonne idée. Je le rapproche et on passe à la suite. D'accord. Vient enfin pour les ingénieurs l'heure de vérité. Après toutes ces épreuves, le rover va-t-il démarrer? Avant de voir ce qui allait se passer, nous étions sur des charbons ardents. C'est parti, Jim. Dave, cap sur 203. D'accord. 203. En direction du poste de contrôle numéro 1. On va regretter la double direction, je le vois d'ici. On roule, Joe. Reçu. Allez, accroche-toi. Tout juste 10 ans viennent de s'écouler depuis le premier vol spatial. Et voilà que 2 astronautes roulent sur une autre planète. C'est rock'n'roll, comme dirait en bagnole. C'est du jamais vu pour moi. Oh là là, heureusement que les suspensions sont bonnes. Hein. Oh la vache. Voir le rover fonctionner, c'était l'aboutissement des rêves et du beau travail du personnel de Boeing, General Motors et du centre de vol spatial Marshall qui avait soutenu le programme. C'était une émotion incroyable de voir ça et un tel soulagement. Nous avions réussi, ça avait marché. C'était comme un but décisif marqué dans les dernières secondes d'un match de foot. Sportif, ce circuit automobile. Un vrai Grand Prix. C'est la première fois que des astronautes s'aventurent aussi loin du module lunaire. Le centre de contrôle garde néanmoins un œil sur eux grâce à la nouvelle caméra montée à l'avant du rover. D'après l'ordinateur embarqué, tu devrais avoir une image, Joe. Le directeur de vol, Ed Fendel, contrôle la caméra à distance. Quand nous avons pris le contrôle de la caméra sur le premier lieu d'atterrissage, il régnait au centre de contrôle une ambiance délirante. Tout le monde avait les yeux braqués sur les images au fond de la salle. On n'en revenait pas. C'était de la folie furieuse. En 3 jours, au volant du rover, David Scott et Jim Irvine sillonnent les plaines de Hadley, un parcours d'une trentaine de kilomètres où ils accomplissent l'étude géologique la plus extraordinaire de tous les temps.
Tu te rends compte, Joe? Cette pierre était là avant que les premières formes de vie maritime apparaissent sur notre petite terre. Le voilà. Houston, voici le camelot, droit devant. Oui, je le vois. 2 autres rovers seront envoyés sur la Lune à bord des missions Apollo 16 et 17, les 2 dernières. En avril 1972, les explorateurs Charles Duke et John Young franchiront à bord du 2e rover le massif de Descartes. 9 kilos de pierre. Anthony, ils contiennent quand même des cristaux magnifiques. Ils rapportent 90 kilos d'échantillons de roches qui ont révolutionné notre connaissance de la géologie lunaire. En décembre 1972, le 3e rover emmène Gene Cernan et le géologue Jack Schmitt au cœur de la vallée volcanique de Taurus-Littrow. De la terre orange. Il y en a partout. Orange. À eux 3, les véhicules ont permis aux équipages de parcourir en toute sécurité plus de 90 km de terrain accidenté. Les découvertes qu'ils réalisent aideront les scientifiques à remonter aux époques de formation de la Terre et de la Lune. Grâce à la caméra mobile fixée au rover, le monde entier a pu suivre l'exploration des montagnes et des plaines lunaires par les astronautes. Depuis la Terre, les hommes ont participé à cette mission, ce qui a enrichi l'expérience humaine. En un sens, nous l'avons fait pour l'humanité. C'est une aventure étonnante. À l'issue de la mission Apollo 17, Ed Fendell a capté plus de 50 heures d'antennes tournées à la surface de la Lune. Il lui reste à présent une dernière chance de filmer ce qu'il a tenté en vain de saisir depuis Apollo 15, un lancement depuis la Lune. Le délai de 6 secondes entre la pression des commandes au centre de contrôle et le retour sur son écran lui complique la tâche. Lancement réussi. Sur Apollo 15, nous avons eu des problèmes de moteur sur la caméra. Quel voyage, mais quel voyage! Sur Apollo 16, le module lunaire est sorti du champ. Sur Apollo 17, pour obtenir ces images, je regardais une feuille de papier sur laquelle était inscrit le temps de réponse de chaque commande. La commande qui levait la caméra et enclenchait le zoom s'est transmise avant le lancement. Si bien que lorsque le module lunaire s'est mis en mouvement, elle tournait déjà. 3, 2, 1, contact. On est parti, Houston. Ça devrait bien se passer. Le retour d'Apollo 17 met un terme à notre exploration de la Lune. Les machines développées dans le cadre de ce programme auront fait plus qu'assurer le transport d'une douzaine d'Américains à la surface de la Lune. Elles auront élargi notre horizon. Nous avons cessé depuis lors d'être une espèce terrestre, un bond dans l'histoire de l'humanité. Quant aux 400 000 hommes et femmes impliqués dans le programme Apollo, ils auront vécu là le moment le plus intense de leur carrière. De temps à autre, je regarde la Lune, j'imagine les 3 endroits où se trouvent les rovers. Je sais qu'ils y sont et c'est bon de les savoir là. Je suis sûr que tous ceux qui ont travaillé sur le rover et œuvré au sein du programme Apollo partagent mon sentiment. J'ai eu la chance de naître à l'époque où je suis né et d'avoir eu l'occasion de participer à la plus grande aventure de l'humanité. C'est avec une profonde humilité que je me retourne sur ces années-là et prends la mesure de ce que nous avons accompli. Nous quittons la Lune comme nous y sommes venus. Et si Dieu le veut, nous reviendrons sur Terre avec un message de paix et d'espoir pour l'humanité tout entière. For all mankind.